Alors, bonjour à tous et bienvenue au webinaire Réglementation énergétique, ce qui va changer du coup, évoluer en 2025. De la part de toute l'équipe UBiGreen, nous vous souhaitons une très belle année 2025 et j'ai la chance d'être accompagnée aujourd'hui de Célia Jalon qui est Energy Product Owner chez UBiGreen et de Christine Zulian qui est consultante énergie chez UBiGreen également. Au sommaire de ce webinaire, nous traiterons donc des changements, des grandes évolutions réglementaires énergétiques de 2025. Il y a des évolutions continuellement et c'est vrai qu'il est important de bien se tenir à jour des réglementations. Nous verrons ensuite comment atteindre vos objectifs réglementaires avec un système de management de l'énergie. Vous aurez accès à une démo de la solution UBiGreen Energy avec les nouveaux modules, notamment que sont le module objectif et le module plan d'action. Nous finirons, comme à chaque webinaire, par une session questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire et nous les traiterons en fin de session. Voilà, je vais laisser du coup la parole à ma collègue Christine. Bonjour à tous. Alors, pour commencer, on va rappeler quelques chiffres clés sur les enjeux de réduction des consommations énergétiques des bâtiments, qui représentent 40% des émissions de CO2 et 17% de la consommation d'énergie finale pour le seul parc tertiaire, qui est donc visé par des réglementations spécifiques comme le décret tertiaire et le décret BAX, avec des objectifs fixés de réduction des consos, dont le premier palier en 2030 à moins 40%. Malgré ces objectifs importants, il est relaté que seulement 6% des bâtiments tertiaires de plus de 1000 m² disposent de solutions digitales permettant de piloter efficacement l'énergie, alors que 38% des économies potentielles sont réalisables sans ou à faible investissement, encore faut-il les identifier et les prioriser, et alors que les prix des énergies ont considérablement augmenté, rendant indispensable de rationaliser ces postes de dépenses au-delà des obligations réglementaires et au-delà du parc tertiaire. Avec Célia, on va maintenant faire un focus sur la partie décret tertiaire pour 2025. Oui, merci Christine et bonjour à tous. Du coup, pour commencer, décret tertiaire, quels sont les nouveaux jalons 2025? D'abord, on voit, il va y avoir la publication des nouvelles arrêtés valeur absolue 6. Du coup, comme vous le savez, il y a déjà eu 5 arrêtés publiés avec les valeurs absolues des objectifs 2030 à atteindre en valeur absolue. Pour l'instant, on couvrait certaines catégories d'activités et ces nouvel arrêté va concerner la catégorie surtout commerce, mais aussi cinéma et certaines d'autres catégories pour les outre-mer. Concernant la déclaration des consommations, ça se poursuit. Comme tous les ans, date butoir 30 septembre pour déclarer les consommations de l'année précédente. Du coup, cette année de consommation 2024. Il va y avoir aussi une évolution sur l'attestation PDF de déclaration opérate. Pour l'instant, cette déclaration récapitulait du coup les catégories des activités de l'assujetti, ainsi que les consommations et les indicateurs des intensités d'usage. Et cette année, cette attestation va aussi contenir du coup la situation de l'assujetti par rapport aux objectifs 2030. Avec l'impact aussi de la correction climatique. Les consommations sont déclarées en format brut. Cette attestation va aussi contenir du coup tous les aspects du climat. Et aussi, du coup, prochain jalon, du coup, les années à venir, pour ne pas oublier, les dossiers techniques des modulations sera déposé avant le 30 septembre 2027. Pour rappel, du coup, ça concerne les cas où vous rencontrez des contraintes techniques pour la mise en place des actions performance énergétique ou si vous constatez un temps de retour sur investissement trop long. Et bien sûr, du coup, la première échéance doit atteindre des objectifs des moins 40% en 2030. Oui, merci Célia. On va vous proposer un petit sondage pour savoir où vous en êtes dans cette réglementation. Hop, alors il va s'afficher devant vous, donc vous avez quelques secondes pour répondre, pour mieux comprendre vos besoins et vos objectifs. Alors, je vais laisser un peu de temps pour que tout le monde puisse répondre.
hop, on va partager les résultats rapidement. Donc, si vous êtes assujetti au décret tertiaire, avez-vous déjà déclaré vos consommations sur la plateforme Opérate? Alors, il y a 49% qui ont répondu oui, 23% qui sont en cours de mise en place, 9% non, pas encore, et 19% quand même qui ne savent pas s'ils sont assujettis. Donc, c'est vrai que c'est toujours très intéressant de voir où vous en êtes. Donc, du coup, Célia, je te laisse reprendre du coup la parole. Oui, merci Charlotte. Du coup, un petit récap du bilan Opérate par rapport aux déclarations effectuées du coup jusqu'à 2024. Du coup, les parts tertiaires en France concernent 1,2 milliard de mètres carrés pour 265 TWh de consommation, soit 17% de la consommation d'énergie finale en France, ce qui est assez conséquent. Parmi du coup tous les secteurs tertiaires, il y a 83% qui est assujetti au décret tertiaire et du coup ça concerne presque 1 milliard de mètres carrés par rapport aux parts totales. Juste un petit rappel, dont les assujettis sont les bâtiments tertiaires avec des plus de 1000 mètres carrés surface plancher. Voilà. Par rapport du coup au nombre de déclarations effectuées, on compte environ 750 000 déclarations entre 2022 et 2024, dont l'année 2021 a été celle avec plus de déclarations, avec presque 60% du parc. Ça veut dire que les 40% restants n'ont pas effectué des déclarations les jours de l'analyse Opérate. Parmi les données déclarées, 3/4 sont jugées suffisamment fiables pour donner des conclusions sur les parcs, sur la consommation du parc tertiaire et sur la caractérisation de celui-ci. Passer une petite du coup évolution de la consommation énergétique sur les 4 années déclarées. Donc l'année de référence, pour rappel, entre 2010 et 2019, et ensuite les 300 suivants au moment de l'analyse. Aujourd'hui, on compte aussi avec l'année 2023, mais il n'est pas inclus dans cette analyse. Du coup, on constate une baisse de consommation de 22% de l'année 2022 par rapport à la référence, ce qui représente déjà la moitié de l'effort pour atteindre le 40% en 2030. Cependant, comme je disais tout à l'heure, les données sont déclarées en format brut, du coup, ils ne sont pas ajustés au climat. Ce qu'on voit dans ces graphiques, c'est que, par exemple, l'année 2021 a été plus rude, c'était un hiver plus rude, du coup, la consommation est forcément plus élevée, aussi liée au contexte de la reprise post-Covid. Du coup, cette analyse, on ne peut pas vraiment donner une conclusion fiable sur la baisse des consommations entre 2020 et 2022. Ensuite, voilà, on passe au dernier décret important dans les secteurs énergétiques, du coup les décrets VAX. Les décrets tertiaires, on a vu, ça donne les contextes de réduction des consommations au délai 2030. Mais les décrets VAX viennent justement compléter les décrets tertiaires pour donner un moyen de comment y arriver. Du coup, ça concerne l'installation des systèmes d'automatisation et régulation des bâtiments, du coup dit BACS en anglais, Building Automation Control Systems. L'objectif, c'est justement d'automatiser et optimiser la consommation, surtout liée aux équipements CVC, chauffage, climatisation et ventilation, des bâtiments tertiaires. Du coup, jusqu'à aujourd'hui, en avril 2024, il avait la première échéance, du coup, qui concernait que les bâtiments tertiaires neufs, avec une puissance nominale des équipements de plus de 70 kW. Et en 2025, du coup, ça arrive la deuxième échéance, qui concerne les bâtiments tertiaires existants. Pour l'instant, les gros bâtiments avec des équipements de plus de 290 kW, mais à partir de 2027, ils seront aussi concernés
pour les puissances un peu inférieures, du coup au-delà des 70 kW. Oui. Et on va proposer également un petit sondage avant de vous présenter le bilan du déploiement du décret BACS, juste pour savoir également, hop, je vais vous lancer le sondage. Si vous êtes assujetti au décret BACS, êtes-vous équipé d'un BACS? Pour savoir également où vous en êtes, pour pouvoir un peu mieux orienter aussi nos discours, pour vous apporter plus de réponses dans vos projets. Alors, je vais laisser encore quelques secondes. Voilà, je vais vous partager les résultats. Donc, 26% ont répondu oui, 26% sont en cours de mise en place, 33% non mais en réflexion et 14% qui n'ont pas encore prévu. Et ce qui va nous permettre aussi de vous présenter maintenant le bilan du déploiement du décret BACS. Alors, je vais Merci Charlotte. Concernant les bilans du décret BACS, c'est l'Observatoire national du déploiement de BACS, du GIMELEC, qui a fait cette analyse. Et du coup, comme vous voyez à l'écran, c'est un constat assez alarmant parce que seulement 15% des sites tertiaires sont aujourd'hui équipés d'un BACS, soit 187 000 sites tertiaires. Ils sont aussi analysés qu'au rythme actuel de déploiement, seulement 18% seraient équipés en 2027, ce qui est assez loin par rapport du coup à ce qui indique la réglementation, du coup déjà pour 2025 et 2027 pour presque tous les sites tertiaires. Il y a juste une exception pour les sites qui justifient un retour sur investissement de plus de 10 ans. Les décrets, ça peut être dérogué, mais pour la plupart des cas, surtout grâce aux avantages financiers de l'État, cette temps sur investissement sera beaucoup très inférieur. Du coup, comme vous voyez dans l'écran, ça dépend, c'est très différent selon les secteurs d'activité. Le secteur de la santé, c'est celui avec plus de systèmes installés. Et on voit par exemple les bureaux qui ça concerne beaucoup de bâtiments tertiaires. Ça reste du coup à 16% aujourd'hui. Ensuite, ça dépend aussi du coup le déploiement de GTB, de la surface du site, bien sûr pour les gros sites de plus de 20 000 m², qui sont plus complexes, ces besoins est plus accru. Du coup, ils sont plus équipés. On constate que plus de 80% de ces sites sont déjà équipés d'un BACS, alors que les petits sites des moins de 1000 m², seulement 7%. Tous ceux qui sont assujettis au décret BACS les sont aussi dans la plupart assujettis au décret tertiaire. Du coup, pour les bâtiments des 1000 m², on a toujours un long chemin à faire pour atteindre la totalité du parc avec des GTB correctement installés. Aussi, bon, vous voyez pour les sites, pour les bureaux, du coup, je disais que c'est l'activité la plus concernée pour les bâtiments tertiaires. On est presque au complet pour les gros bâtiments, à 96% pour les 20 000 m², mais ça descend avec les surfaces inférieures. J'ai pas mentionné tout à l'heure, il y a différentes classes des GTB, A, B, C, D. Les décrets BACS, ça concerne les A et B qui sont les plus performants, alors qu'on voit dans les parcs actuels, c'est la classe C qui est la plus répandue, qui est une classe assez standard. Et voilà, du coup, il faut vraiment tendre vers les classes plus performantes, A et B, comme les décrets BACS l'indiquent. Voilà. Et ensuite, du coup, aussi, c'est pas qu'un souci du coup de manque des GTB, c'est aussi que quand on a la GTB installée, dans 40% des cas, ils ne sont pas exploités. Et parmi les exploités, ils ne sont pas correctement dans beaucoup de cas.
Du coup, on constate qu'il y a un manque d'organisation dédiée. Il n'y a pas vraiment une personne responsable avec les compétences nécessaires qui est en charge du coup de la régulation, la maintenance de GTB. Et aussi, on constate un manque des commissionnements. On peut aussi mentionner que les bacs sont souvent perçus comme surdimensionnés. Du coup, avant de mettre en place un système BACS, il faut vraiment analyser les vrais besoins du bâtiment et avec un professionnel, un expert du domaine, pour que vous puissiez du coup utiliser les systèmes de la façon la plus optimale possible. Aussi, comment on va y arriver du coup à couvrir tous les parcs assujettis pour 2027. Il y a un plan 10 000 BACS pour 2030 et qui concerne du coup tous les acteurs du secteur. On va essayer d'assurer que bon, déjà les gros sites, les GTB déjà installés des gros sites sont vraiment en opération et exploités correctement. Et on va accélérer du coup pour les surfaces après 5 000 et 20 000. Et vraiment, on peut parler de démarrer pour les surfaces moyennes, les plus petites surfaces. Du coup, l'idée, c'est accélérer du coup l'implantation des GTB via la diffusion massive des formations et généralisation des nouvelles pratiques, des références liées à ces secteurs, et aussi l'accompagnement pour la mise en place des BACS plus du coup adaptés au terrain et la diffusion d'informations sur les types de BACS nommés FlexReady, qui permet une flexibilisation et un potentiel décalage de la consommation sur les serres creuses du bâtiment. C'est qui, en plus du coup de mieux consommer, ça vous permettrait de consommer au bon moment, quand l'électricité du coup est moins chère et moins carbonée. On continue sur d'autres réglementations. Du coup, le diagnostic des performances énergétiques évolue également. Concernant le DPI collectif, du coup, pour les bâtiments en copropriété, c'était obligatoire à partir de 2024 de réaliser un DPE collectif pour les copros des plus de 200 lots. Et dès 2025, il sera également du coup pour les copropriétés d'entre 50 et 200 lots. Et l'année prochaine, ça sera pour tous les types de copropriétés pour couvrir les moins de 50 lots. Concernant la location, les DPE, bon, il est obligatoire. Mais aujourd'hui, du coup, il n'y avait pas d'interdiction des locations selon la classe énergétique. À partir du janvier 2025, il ne sera plus possible de louer des logements classés G. Et les prochaines échéances, du coup, F en 2028 et E en 2034. Concernant la vente aussi, il n'y a pas d'interdiction, mais à partir de 2025, c'est obligatoire aussi de réaliser des audits énergétiques pour les bâtiments classés E. Jusqu'à aujourd'hui, c'était que pour les F et G. Ensuite, la réglementation RE 2020, du coup, pour la construction des bâtiments neufs. L'objectif principal de cette réglementation, c'était réduire l'empreinte carbone de construction neuve, mais en améliorant en même temps la performance énergétique et les conforts thermiques des occupants. Il est applicable depuis 2022 et il va y avoir plusieurs adaptations en 2025 pour mieux répondre aux réalités du terrain. Des usagers qui, du coup, depuis 2022, ont fait des retours par rapport surtout aux coefficients et des modulations de l'impact carbone des matériaux. Et voilà, du coup, on trouve d'évolution en matière du coup de photovoltaïque, où il y aura une modulation pour favoriser l'installation du photovoltaïque sans qu'il il y ait trop d'impact sur l'impact carbone des panneaux. Également pour les petits logements collectifs, quand on est en petite surface, c'est plus difficile de satisfaire la réglementation. Voilà, du coup, les coefficients sont adaptés pour pouvoir optimiser à ce type de petites surfaces. Les seuils de carbone sont renforcés pour les matériaux des constructions.
de l'ordre de 15% par rapport à 2022. Du coup, pour utiliser des matériaux moins carbonés comme le matériau biosourcé ou issus du réemploi ou du recyclage. Et il a aussi un élargissement à d'autres types de bâtiments tertiaires, pas que les logements, du coup aussi les commerces, les crèches et les hôtels d'ici l'été 2025. Du coup, je laisse la main à ma collègue Christine qui va vous parler d'autres types de réglementation sur la CSRD. Merci. Alors, en 2024 est entrée en vigueur donc la CSRD, qui remplace la NFRD. C'est une directive européenne imposant un reporting extra-financier sur la durabilité des entreprises, c'est-à-dire sur leur impact social et environnemental. Donc, CSRD pour Corporate Sustainability Reporting Directive, ou autrement décomposé le D pour directive et CSR qui est une déclinaison en anglais de l'ESG. Alors, pour rappel, la RSE, c'est un engagement volontaire des entreprises qui est détaillé dans une charte, qui est encadrée par une norme. L'ESG donc, requiert un rapport sur les 3 thématiques, E, S et G, qui génère une notation qui appuie la valorisation des entreprises. Et la CSRD impose désormais un cadre déclaratif structuré visant à améliorer la performance, accélérer la transition écologique et faciliter la comparaison. Alors, c'est une contrainte forte d'engagement solidaire envers la durabilité qui va nécessiter un travail important de collecte et de consolidation pour les entreprises, mais c'est aussi une opportunité de création de valeur durable, de réputation, fiabilité, d'attractivité, de résilience et d'optimisation financière en structurant une démarche de transition qui est standardisée. L'objectif au niveau global, c'est de suivre et d'évaluer l'alignement de la trajectoire bas carbone définie par l'accord de Paris. La déclaration est basée sur le principe de la double matérialité, c'est-à-dire d'une part l'impact des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux sur la performance économique de l'entreprise, c'est la vision outside in, et d'autre part l'impact des activités de l'entreprise sur la société et l'environnement, c'est la vision inside out. Pour accompagner les entreprises, l'ADEME met à jour et adapte les méthodologies ACT. Il y avait ce matin même à 11h une présentation de ces travaux. Le format du reporting sera structuré sur une plateforme numérique où seront détaillées les actions RSE suivant un reporting précis avec des indicateurs chiffrés et qualitatifs. Donc, comme on le voit en résumé sur le tableau, la structuration de la déclaration va suivre 2 normes transversales, 10 normes thématiques, 37 sous-thèmes et 73 sous-sous-thèmes, avec 82 exigences de publication et 1178 data points, qui sont des indicateurs. Tous ne seront pas obligatoires et seront ou non pertinents par rapport aux clients et aux investisseurs, mais sinon, une explication devra être fournie. Les premiers rapports de la CSRD sont attendus en 2025 sur l'année 2024. Ils concernent les entreprises qui étaient déjà soumises à la directive sur la publication d'informations non financières en vigueur depuis 2018, c'est-à-dire la NFRD, et c'est-à-dire donc les entreprises qui remplissent 2 des critères suivants, plus de 500 salariés, plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 25 millions d'euros de total de bilan. On va maintenant évoquer les évolutions du dispositif des C2E. Alors, donc, publié en août 2024, le 62e arrêté des C2E apporte des évolutions majeures au dispositif des certificats d'économie d'énergie. À noter qu'en novembre 2024, a été suspendue l'aide à l'installation des thermostats connectés dans les logements du fait de nombreuses fraudes. 3 nouvelles fiches seront disponibles dès le 1er janvier, sont disponibles depuis le 1er janvier 2025, permettant des primes pour la rehausse de chaleur fatale avec pompe à chaleur, la conversion de chaleur fatale en électricité ou air comprimé et le stockage de chaleur fatale. Et à noter que la fiche gestion technique du bâtiment, donc GTB, est prolongée jusqu'au 1er janvier 2030 avec une baisse de 15% des forfaits. Elle est non cumulable avec certaines fiches de régulation thermique et elle exclut toujours les locaux de stockage et d'entrepôt. Autre modification clé, la révision des fiches pompe à chaleur résidentielle et éclairage extérieur, la création des fiches groupe électrogène de secours et écran thermique pour serre, et la suppression de la fiche de vannes de régulation étanche à servomoteur économe dès le 1er septembre 2024. Et donc, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces fiches C2E sur le site de l'ADEME. On va maintenant élargir la vision financière en évoquant le projet de loi de finances 2025.
Donc, dans une situation politique instable, donc, où il n'est pas encore abouti, le projet de loi de finances 2025 vise à économiser 60 milliards d'euros pour assainir les finances publiques. Alors, il est annoncé que les efforts sont maintenus sur la transition écologique par rapport aux tarifs réglementés qui devraient baisser de 9% pour compenser la sortie du bouclier tarifaire au 1er février et les malus sur les émissions de CO2 pour les véhicules de tourisme et également sur le fonds d'accélération de plus d'1 milliard d'euros et le prolongement des interventions de l'ADEME. Donc, le compte-rendu du conseil d'administration de l'ADEME du 5 décembre 2024, qui est forcément soumis à de potentielles révisions, annonce une diminution du budget incitatif qui est à 1,140 milliard, alors qu'il était à donc, moins 230 millions par rapport à 2024. On annonce le maintien des budgets tiers comme France 2030 ou le Fonds vert. On annonce une stagnation du fonds chaleur à ISO par rapport à 2024, sont environ 800 millions, sachant qu'il a donc été multiplié par 4 en 10 ans. Donc là, il reste à ISO. Pour, par contre, en face, 1,5 milliard d'euros de projets de portefeuille, donc qui vont forcément impliquer des arbitrages, des projets par rapport à la décarbonation pour 1 euro investi. C'est ce qui a été évoqué à la conférence de la FEDEN en novembre 2024. Du coup, pour la priorisation et les arbitrages, il y aura a priori une diminution des financements sur les extensions de réseaux de chaleur qui sont inférieurs en croissance de 20% de production, une diminution sur les projets à grande quantité de biomasse et une priorisation sur la récupération de chaleur fatale, la géothermie de surface, la géothermie profonde ou le solaire thermique. L'objectif étant la sortie du gaz importé et du fioul. Donc, on voit que les réformes 2025 témoignent d'une ambition forte en matière de transition énergétique, bien que certaines mesures réglementaires posent des contraintes. Donc, on propose d'anticiper ces changements avec la solution UbiGreen que nous allons vous présenter. Et donc, comment mesurer et optimiser vos performances énergétiques? Parce qu'en fait, on ne peut améliorer que ce qui est mesuré. Et le président de l'ADEME rappelle que 2025 sera faite d'opportunités pour tous ceux qui s'emparent de la transition écologique. Oui. Alors, la solution UbiGreen est schématisée ici. Donc, elle va vous permettre en fait de centraliser, c'est une plateforme, en fait, ça, ce qui va vous permettre de centraliser l'ensemble de vos données énergétiques sur une même plateforme, en collectant à la source de vos fournisseurs et distributeurs, donc vos données de facturation et de consommation, au travers de connecteurs directs avec les fournisseurs et distributeurs principaux, en allant ensuite chercher, télérelever vos consommations sur le terrain, au travers donc de sous-compteurs et de capteurs qu'on va remonter vers la plateforme, et ou au travers de systèmes de GTB, si ceux-ci sont déjà en charge de centraliser les points de mesure. Vous allez pouvoir ensuite mettre tout ça en regard de vos données d'activité qui vont vous permettre en fait d'avoir une analyse de vos consommations par rapport à vos périodes d'activité et d'inactivité, soir, nuit, jour, nuit, pardon, semaine, week-end, etc. Et également de pouvoir gérer les déchets par typologie. Vous allez pouvoir également utiliser notre plateforme pour implémenter les données techniques relatives donc à vos bâtiments et à vos systèmes en place dans les bâtiments, qui peut vous servir de référentiel technique, mais qui aussi ont la vocation de venir éclairer en fait vos conditions de consommation et également de venir ici avoir la possibilité de centraliser tout ce qui va être données descriptives qui vont concerner par la suite le déclaratif opérate, par exemple, le décret tertiaire. Et donc, la plateforme va également vous permettre de corriger vos données de consommation par des DGU météo.
Donc, l'objectif, c'est de centraliser le tout et de structurer tout ça dans une seule et même plateforme pour l'ensemble des bâtiments et l'ensemble des fluides, des énergies à gérer, que ce soit au travers de collectes manuelles ou automatisées. Célia va vous présenter aujourd'hui plus précisément les fonctionnalités pour atteindre vos objectifs et répondre à vos obligations réglementaires. Oui, tout à fait. Alors, je vais maintenant du coup donner la main hop, à Célia. Hop. Qui devrait pouvoir nous faire la démo. Et voilà. C'est bon? Vous voyez mon écran? Oui. Ok. Ok, super. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui 3 outils, 3 modules qu'on propose. Vu qu'on a parlé des décrets tertiaires, je vais vous montrer rapidement, parce que je vous l'avais déjà montré dans les derniers webinaires. Donc, pour la déclaration opérate, on met en place plusieurs outils. D'abord, l'écran d'analyse des complétudes des données. Comme vous le savez tous, il faut s'assurer qu'on a bien intégré l'ensemble des données des consommations des bâtiments afin que la consommation déclarée soit correcte, soit complète. Du coup, cet outil vous donne un état de la complétude de vos données annuellement et par mois dans ces volets à droite pour chacun de vos sites assujettis. Voilà, tout ça de façon automatique. Ensuite, on passe à la sélection de l'année des références. Bon, normalement, vous avez dû les déclarer en 2022, mais pour ceux qui sont en retard, sachez que c'est toujours possible. Du coup, cet écran va analyser de façon automatique aussi et en impliquant une correction climatique de vos consommations. Quelle est l'année la plus intéressante à déclarer en tant qu'année de référence? Donc, on cherche l'année où on a consommé les plus d'énergie. Voilà, du coup, on vous propose une année soit en mode glissant, soit en mode calendaire, du coup, année complète. Et vous pouvez, si vous voulez l'accepter, la valider ou proposer une nouvelle période. Cet écran aussi permet la sélection, va bientôt permettre la sélection au-delà de 2020, du coup pour les cas des premières années d'exploitation au-delà de 2019. Et ensuite, du coup, dernier écran dédié vraiment que aux décrets tertiaires, c'est les suivis des objectifs. Du coup, ça vous donne une idée globale de la consommation en ratio kWh/m² par an de votre référence validée, quel est votre état actuel et quels sont vos objectifs absolus et relatifs. Du coup, l'outil Ubigrin calcule de façon automatique les valeurs absolues selon les valeurs sorties dans les arrêtés valeurs absolues des critères tertiaires et en appliquant du coup les valeurs étalons des indicateurs d'activité et d'usage qui sont sortis et qui ont été validés, qui sont officiels. Et en même temps, on calcule bien sûr les relatifs par rapport à l'année des références validées. Le système vous propose celui qui est plus intéressant dans votre cas, qui est plus facile à atteindre et vous donne du coup un statut où vous vous trouvez aujourd'hui par rapport à la référence et la cible à atteindre en 2030. Ensuite aussi, on vous donne un visuel année par année du suivi de la consommation réelle, du coup, avec une indication de la référence, de la cible, encore une fois, et aussi de la complétude pour vous donner des alertes si jamais vous savez pas beaucoup consommer, mais en fait, c'est parce que la complétude, par exemple, ces cas-là, c'est à 58%. Voilà, du coup, c'est un outil assez complet qui vous permet de valider l'année de référence et de suivre vos objectifs de façon automatique. Ensuite, du coup, on a développé un nouveau module pour
pour les paramétrages des objectifs niveau plus large, du coup pas que au décret tertiaire. C'est un module très personnalisable. Pardon, je vais vous montrer toutes les options qu'on vous met à disposition. Du coup, ici, vous voyez la liste des objectifs déjà initialisés. Et si on veut créer un nouvel objectif, voilà, on vous propose de donner un contexte. Ce module est très intéressant dans le cadre d'un contrat de performance énergétique, CPE. Vous verrez pourquoi, parce qu'on peut modéliser et personnaliser les bonus-malus avec votre exploitant. Bon, la première étape, c'est définir votre cible. On vous donne la possibilité de définir une valeur absolue ou relative. Voilà, dans quelle unité vous voulez suivre votre objectif. Du coup, ils sont disponibles toutes les unités de vos points de mesure existants dans notre solution. De façon générale, on sélectionne l'énergie finale, mais aussi vous pourrez, si vous voulez suivre par exemple en carbone, du coup en équivalent carbone, WeGreen convertit les consommations de façon native à des équivalents carbone basés sur les facteurs d'émission de la base empreinte de l'ADEME. Et aussi, si vous voulez suivre des objectifs financiers, du coup en montant en euros. On définit notre période de suivi. Du coup, par exemple, dans les cadres des clés tertiaires, on va sélectionner 2030 et on commence à le faire aujourd'hui, par exemple, 2025. Et on va pouvoir sélectionner, du coup, un pourcentage de réduction cumulé par année. Aussi par mois, mais bon, ça c'est dans les cas où ça soit vraiment très détaillé. Normalement, par année, ça suffit. Du coup, on sélectionne notre 40% en 2030. Et en 2025, bon, on sait déjà qu'on est à 20%, par exemple. Et du coup, on va paramétrer à peu près notre parcours pour arriver aux 40%. On sélectionne du coup ensuite la période de référence. Pour les critères tertiaires, ça va être automatique. Mais sinon, on peut sélectionner aussi notre période complément différente, complément personnalisé. On va sélectionner 2019 par exemple. Et ce module est très puissant parce que ça permet de modéliser votre consommation de référence avec soit une régression linéaire ou même polynomiale, multiple, simple ou polynomiale, ou règle 3. Du coup, vous pouvez sélectionner des variables explicatives qui peuvent impacter votre consommation de l'année référence. Et grâce à ça, du coup, le moteur de calcul va trouver une ligne de régression optimale pour obtenir une référence ajustée. Du coup, tout ça, c'est dans les cadres du protocole IPMVP. On aura une référence ajustée pour pouvoir comparer de façon plus fiable à la consommation réelle, avec les conditions, du coup, météo dans ces cas-là, de la condition des suivis. Ici, bonus-malus, comme je vous disais, pour les CPE, c'est très intéressant parce qu'on peut du coup personnaliser la répartition des bonus-malus. Du coup, si on a atteint et dépassé nos objectifs des performances énergétiques, on s'est réparti les bénéfices. Et par contre, si on ne les a pas atteints, il y a une pénalité pour l'exploitant. On peut aussi définir les prix unitaires de ces énergies concernées, l'électricité dans ces cas-là, pour après calculer justement les bonus-malus en format financier. Aussi, on a possibilité, même si on a sélectionné les kilowattheures pour l'objectif, on peut sélectionner une autre unité pour l'affichage. Du coup, par exemple, le kilo CO2. Et ensuite, du coup, étape finale, on va sélectionner notre périmètre. Ici, c'est la démo. Du coup, on va sélectionner notre périmètre des immeubles, bâtiment 12, avec les plans de comptage qui va avec, proposé de façon automatique. Du coup, je peux retirer si je veux les factures et je continue pour créer mon objectif. Une fois créé, on passe à l'étape des validations. Vous voyez, ça passe automatiquement en cours des traitements. Et ici, on va avoir du coup un écran qui va nous permettre de valider justement nos modélisations. Du coup, j'avais réalisé quelques objectifs auparavant. Vous voyez, dans les cadres de modélisation, on va avoir la ligne de régression avec surtout l'indicateur de fiabilité.
les R carrés, les statistiques. Du coup, ça nous donne une indication, voilà, si les variables explicatives qui sont sélectionnées sont assez pertinentes pour décrire mon modèle, mon année de référence, ou s'il faudrait que je ajoute d'autres, ou s'il me manque des données, par exemple. Du coup, ici, cet écran permet de valider tous les objectifs créés. Et voilà, j'avais créé aussi un DT relatif, absolu. Bon, ici, il n'y a pas de modélisation, mais vous voyez, c'est assez personnalisable. On peut activer, désactiver les modélisations, on peut sélectionner les unités. Et une fois validé, je peux du coup sélectionner l'objectif que je veux valider. Et on pourra passer à l'étape des suivis. Du coup, pour les suivis, on met en place un rapport des suivis qui peut être généré de façon mensuelle, automatiquement. Et du coup, on retrouve les récaps de tous les paramètres choisis lors de la création de l'objectif, les périmètres qui impactaient. Ici, j'ai un compteur électricité. On voit les nuages des points grâce auxquels on a pu identifier notre ligne de régression pour la modélisation. Ici, vous voyez, c'est un modèle assez limite, 75%. C'est pas un très bon modèle. Bon, c'est acceptable justement au-dessus de 75%, mais dans ces cas-là, il faudrait aller chercher d'autres variables explicatives qui impactent ma consommation. Et ensuite, on a du coup les suivis avec la consommation réelle mois par mois, voir où est-ce qu'on se trouve par rapport à l'année, à la référence ajustée et la cible est définie. Cela permet justement d'identifier des écarts, non anticipés sur l'exploitation de ces équipements du bâtiment. Et vous pouvez avoir une communication aussi plus fluide avec vos exploitants, avec un partage d'informations très précis et réels basés sur les vraies données intégrées sur notre plateforme WeGreen. Voilà. Et comme dernier outil, du coup, comment on va atteindre les objectifs? Il faut faire un plan d'action assez concret pour justement pouvoir anticiper l'atteinte des objectifs au délai 2030 ou autre délai que vous serez paramétré. Du coup, vous voyez ici, on a une liste des actions. On peut les typer par criticité, par contexte aussi, ISO, par exemple, ISO 50001, management énergétique, des critères CER aussi, bien sûr. On a toute une gestion de statut. Du coup, quand on crée une action, elle est un statut proposé et on avance dans les parcours petit à petit. Chaque action a un responsable et un intervenant qui sont notifiés à chaque modification d'avancement de l'action. Et voilà, vous pouvez définir un coût d'exécution de l'action planifiée et réelle avec un calcul de temps sur investissement automatique. Si je vous présente une action type, par exemple, mise en place GTB classe B par le décret BAX. Un contexte, c'est du coup management énergétique, organisation, c'est sur les bâtiments où vous voulez l'installer. Pour moi, c'est une action critique. Quels sont les leviers? Du coup, on a plusieurs leviers. Ça peut être du coup adaptation des locaux en usage économe en énergie, amélioration de la performance énergétique de façon générale. On peut aussi jouer sur la sensibilisation et les comportements des usagers. Voilà, ça permet vraiment de typer les types d'actions que vous voulez mettre en place. Du coup, dans ces cas-là, je veux sélectionner mise en place un BAX. Bon, électricité, ben, ça peut concerner d'autres fluides aussi. Je vais rapidement pour pas trop prendre du temps. Manager. Du coup, comme je dis, on peut sélectionner un manager et un intervenant différent. Comme ça, les managers auront aussi la visibilité sur les actions de l'intervenant. Et on peut du coup paramétrer les coûts d'exécution, quel est les gains de fluide annuels que je m'attends, quel est les gains opérationnels en euros. Si j'ai un source de financement, par exemple CDE,
Et voilà, comme vous voyez, ça calcule automatiquement les temps sur investissement, les temps du coup 10 ans en brut et 8 ans 50 avec les aides financières. Vous pouvez sélectionner une période et conforme l'action va évoluer dans les temps, du coup quand il sera en cours, vous pourrez redéfinir les vrais coûts de réalisation. Parce que dans la vie réelle, ce qui est planifié n'est pas forcément égal à ce qui est réel dans l'exécution. Et vous aurez du coup un récap dans ces parties-là pour suivre vraiment les coûts d'exécution réels. Juste pour finir, indiquer que chaque intervenant aura la vision que sur les actions qui lui sont assignées, alors que les responsables pourront avoir une visibilité plus large pour identifier des potentiels problèmes ou anticiper des retards. Voilà. Alors, je vais reprendre Je te laisse la main, Charlotte. Voilà, je vais reprendre la main. Alors, voilà, et nous allons donner la parole à Christine. Alors, on va rapidement vous représenter UbiGreen donc en quelques chiffres. Donc, UbiGreen a été créé en 2012. Nous sommes sur 3 sites. Donc, le site principal est à Toulouse et à Paris et Marseille, nous avons des équipes commerciales et marketing. Nous sommes environ une cinquantaine de collaborateurs avec plus de 150 clients, plus de 500 000 capteurs et compteurs connectés. Nous sommes déployés dans 20 pays au travers de nos clients qui sont implantés à l'international. Nous gérons plus de 50 000 bâtiments et avec plus de 60 000 utilisateurs déclarés dans la plateforme. Et nous faisons partie donc du groupe Planon, qui est un groupe qui développe un ERP immobilier. Nous avons donc un parc client important qui sont de toute nature, comme vous pouvez le voir ici. On les a regroupés dans 3 grands ensembles. On va mettre d'un côté les grands patrimoines et vous allez pouvoir y retrouver des sociétés de type banque et assurance, par exemple, qui ont effectivement de nombreux sites en réseau. Vous pouvez retrouver également ici Groupe Aéroport de Paris avec lequel nous travaillons depuis l'an dernier. Nous avons également donc un parc client public avec des typologies de villes, de départements, de syndicats, de métropoles, d'universités, de logements également. Et puis, on a mis dans autres ensembles tout ce qui est un petit peu différent de tout ça, et on va retrouver des clients très différents, aux activités très variées, comme les autoroutes avec la SANEF, ou le luxe avec Hermès, ou effectivement la Banque de France, ou les hôpitaux, la PHP, les hôpitaux de Paris. Puisqu'en fait, au final, tout le monde est impacté par ces enjeux d'optimisation des consommations énergétiques des bâtiments. Donc finalement, tous les parcs immobiliers, tous les clients sont intéressés par ce genre de solution. Voilà. Oui. Et nous allons passer du coup à la session questions-réponses. Maintenant, alors on a une première question. Bonjour, les différents décrets concernent-ils, donc j'imagine que ces décrets BACS et décrets tertiaires, concernent-ils également les DROM? Et si oui, les seuils sont-ils applicables? Eh bien oui, en fait, les DROM sont également concernés par les décrets tertiaires et décrets BACS. Et en fait, ils représentent au niveau secteur tertiaire 80% dans les DROM. Donc c'est aussi ils sont très concernés, on va dire, par cette réglementation, et il y a beaucoup de réductions du coup à opérer. On a une autre question concernant la CSRD. Vous indiquez que les entreprises concernées sont celles ayant entre autres plus de 500 salariés. Il me semblait que le seuil était à 250 salariés. Pouvez-vous confirmer ce seuil de 500 salariés, s'il vous plaît? En fait, il faut répondre à 2 des 3 critères. Exactement.
Et en fait, à partir du 1er janvier 2025, c'est les grandes entreprises de plus de 500 salariés qui sont concernées. À partir du 1er janvier 2026, c'est là où il y a aussi d'autres grandes sociétés qui ont plus de 250 salariés qui seront concernées. Et à partir du 1er janvier 2027, notamment les PME cotées aussi. Donc, en fait, il y a plusieurs jalons aussi dans la CSRD et donc plusieurs paliers avec plusieurs niveaux. On a une autre question sur la solution UbiGreen. Est-ce que la solution est disponible pour les autres pays? Donc oui, en effet, on a des clients internationaux et la solution est traduite en plusieurs langues. Donc du coup, elle est totalement disponible au niveau international. On a une autre question. Pour déterminer si le décret BAC s'applique, quel lot faut-il prendre en compte en ce qui concerne la puissance nominale? Donc, du coup, pour rappel, en fait, cette obligation s'applique uniquement lorsque la puissance nominale cumulée des équipements dans un bâtiment est supérieure à 290 kWh, donc pour l'échéance de 2025, ou supérieure à 70 kWh pour l'échéance de 2027. Et donc, lorsque la puissance nominale cumulée des équipements d'un bâtiment ne dépasse pas 70 kWh, il est exempté, du coup. On a aussi une question sur le fonctionnement de la solution UbiGreen avec les déclarations sur Opérate, comment ça fonctionne. Donc ça, peut-être que Célia ou Christine. Ouais, du coup, comment ça fonctionne aujourd'hui? Bon, il y a une période de mise en place, du coup, de récupération de vos données, pas que énergétique, mais aussi tout ce qui est administratif. Oui. Du coup, un modèle d'import automatique, vous remplissez un Excel toutes vos caractéristiques du bâtiment, vos références, et on l'intègre de façon automatique. Ensuite, on travaille avec vous pour définir l'année de référence. Je vais vous montrer l'outil. Ça va proposer la meilleure année identifiée. Mais si jamais vous savez des subtilités du bâtiment, vous savez que sur une année précédente, il y a eu des actions d'amélioration énergétique par X ou Y raison, on pourra les personnaliser avec vous. Et ensuite, on passe à la validation du plan des comptages et des consommations énergétiques. Aussi, tout ce qui est station DGU, c'est automatique. On intègre les données Météo France, du coup la source officielle du décret tertiaire. Et on peut aussi, du coup, paramétrer avec vous les indicateurs d'usage pour calculer, du coup, justement, les valeurs absolues des vos objectifs. Et aujourd'hui, on a un rapport automatique pour import de vos données en CSV dans la plateforme Opérate, et on travaille dessus pour nous connecter à l'API Opérate également. Voilà, on fait beaucoup de tests, des contrôles aussi sur la complétude, comme je vais vous montrer l'écran. On a des outils automatisés pour contrôler une bonne complétude de vos données avant de passer à la déclaration Opérate. Et voilà. Oui. J'espère avoir été clair. Oui, très clair. Merci Célia. On a également une autre question. Merci de rappeler les différences entre les classes de BACS. Donc, en fait, Célia en avait parlé pendant le webinaire. Donc, la classe A, c'est une GTB qui a un fort rendement énergétique. La classe B, c'est qui possède des fonctionnalités de régulation avancées. La classe C, c'est une référence standard. Et la classe D, c'est une GTB qui est moins du coup rentable. Et la classe D, elle n'est pas, elle ne peut pas être utilisée dans le cadre du décret BACS. Voilà, au niveau oui, les décrets BACS imposent surtout les classes A et B. Oui, c'est ça. Fort rendement pour vraiment arriver à un niveau de performance énergétique optimal. Oui. Ils sont bien sûr un peu plus chers que les standards du coup la classe C, mais voilà, c'est vraiment préconisé dans ces cadres du décret pour arriver de façon optimale à vos objectifs de réduction énergétique. Oui, complètement.
Sinon, on a une autre question aussi. Donc, quelle est la différence entre une GTB et votre solution? Donc, je ne sais pas qui veut répondre. Sinon, je fais la réponse. Je peux répondre si vous voulez, comme vous voulez, Christine ou Célia. Comme tu veux. Comme vous voulez. Donc, c'est comme vous voulez. Enfin, c'est pas du tout le périmètre en fait de la solution. La solution sert effectivement à faire l'analyse des consommations. Donc, c'est une plateforme qui remonte l'ensemble des données, qui les structure et qui les analyse. Il n'y a pas de descente en fait de commande. Donc, il n'y a pas de ce qu'on a appelé de contrôle commande, de prise à distance de main sur les équipements. On n'est pas, dans le même spectre de fonctionnalité. Oui, et là où la GTB est vraiment centrée sur un bâtiment, notre SME permet de centraliser du coup tous les bâtiments dans une même solution. Aussi dans les grandes différences. Effectivement, de centraliser la totalité, voilà, de gérer la totalité du parc, qu'il soit ou non équipé de GTB. Oui. Et on a une autre question. Public et privé sont-ils assujettis de la même façon à l'ensemble des réglementations? Et donc, oui, tout à fait. Public et privé sont assujettis de la même manière. On a une autre question. Est-ce qu'on peut importer un référentiel patrimonial dans la solution? Donc, la réponse est oui. Je ne sais pas si vous voulez en dire quelques mots, Célia ou Christine, mais oui, on peut tout à fait importer un référentiel patrimonial dans la solution. Tout à fait. On a des formats d'import standardisés UbiGreen, donc qui vont nous permettre de récupérer en fait en entrée vos données existantes pour renseigner initialiser la base de données. Oui. Et voilà, je vois qu'on arrive à l'heure. On a eu beaucoup de questions lors de cette session. Vous étiez très nombreux, donc on n'a pas forcément pu traiter toutes les questions, mais on vous fera un retour personnalisé pour répondre à vos questions. Ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à aller régulièrement sur notre site internet consulter nos ressources. On a notamment fait un bilan sur les déclarations opérates et sur le déploiement du décret BACS. On a également fait un document récapitulatif sur les essentiels de la réglementation énergétique en 2025. Donc, n'hésitez pas à aller consulter régulièrement nos ressources pour vous tenir à jour des évolutions. Voilà, je vous remercie et je remercie Christine et Célia aussi qui nous ont accompagnés pour ce webinaire. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Au revoir, bonne journée.